Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties de mai. Déjà on arrive en mai, c'est fou comme le temps passe vite. Le temps a passé très lentement, j'avais l'impression au début d'année calendaire et là ça défile à une vitesse les gars, ça fait peur. Pour le mois de mai, étrangement, j'ai réussi à très facilement limiter ma liste à 10 titres, tout simplement parce qu'il y avait moins de titres qui me faisaient extrêmement envie. Il y a beaucoup de titres qui sortent, mais il y en a beaucoup où je pense que j'ai envie d'attendre d'avoir des avis avant de les mettre dans ma wishlist. Je suis vraiment très réservée, j'attends de voir, j'attends les avis parce que parfois c'est des titres que je n'ai pas encore entendu parler en VO, je suis pas allée m'enseigner et du coup je suis un peu frileuse. Il y a des titres par exemple des romans uniques, j'ai un tome dans ma palle de l'auteur, je l'ai jamais encore lu. Donc je veux pas l'ajouter parce que j'ai déjà un titre qui m'attend dans ma palle, enfin voilà, des choses comme ça, des suites de saga, je suis pas à jour, voilà, le tintouin habituel. Et du coup finalement, des livres qui m'intéressent vraiment à l'instant T, et il y en a pas tant que ça. J'ai réussi à me limiter à une dizaine, donc on va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Le premier titre que j'ai envie de vous proposer, il sort le 2 mai chez Hugo Stardust et c'est un début de saga qui s'appelle Daughter of Darkness et c'est écrit à 4 mains par Catherine et Elisabeth Kor. Voilà, c'est de la mythologie grecque. Alors contrairement à la cover qui fait clairement penser à Méduse, on n'est pas sur Méduse, on va suivre Deina qui est une passeuse d'âme et qui doit du coup à mon avis travailler avec Hadès dans le monde des morts. Et un jour Orphée va lui proposer de lui rendre sa liberté. En échange elle va devoir libérer quelqu'un, je vous dirai pas qui, du monde des morts et c'est comme ça que va commencer son histoire. Je n'ai jamais personnellement lu de la mythologie grecque sur Deina, je sais même pas si c'est réel ou pas, enfin réel, si ça fait partie vraiment des mythes, évidemment Orphée oui et la personne qu'elle doit sauver oui, mais il faudrait que je me renseigne un petit peu pour voir si c'est vraiment inspiré d'une, pas une déesse mais une semi-déesse qui existe dans les écrits. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est de la mythologie grecque, j'adore ça et en plus j'aime bien la lire à peu près pendant l'été parce que je trouve que c'est très estival. Donc mai ça tombe plutôt bien, j'aimerais bien la lire rapidement mais si je la lis en juin ce sera pas très grave. Le 2 mai toujours, hein, mais cette fois chez Hauteville va sortir Love Theoretically de Ali Hazelwood, c'est donc le 3e opus, même si c'est pas du tout une saga, de cette collection, puisqu'ils le font sur la même collection, de romances qui se passent dans des milieux universitaires, des romances un petit peu olé à des moments, mais ça va, ça reste cadré à un certain moment dans le livre et après le reste c'est quand même beaucoup plus axé sur la romance que sur le smut, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, je trouve que ses personnages sont très intéressants puisqu'ils présentent des particularités qui sont pas souvent représentées en romance, notamment en général ils sont plutôt à tendre vers des personnages neurodivergents, donc moi j'aime beaucoup, hein, forcément ça, voilà, forcément ça me plaît et vraiment je trouve que ces romances elles sont excellentes, elles sont trop belles, elles sont toutes douces et on a envie juste de se sentir bien et de le lire et du coup je n'irai pas du tout le résumé, je veux pas savoir. De toute façon ce que j'ai entendu c'est que ça ressemble aux deux autres. Ça va être en milieu universitaire, au début ils vont pas être super copains et puis finalement ils vont être amoureux. Voilà, ça va bien se finir, c'est tout ce qu'on demande d'une romance et moi j'ai très hâte de le lire. Normalement, je suis en no-buy jusqu'à mon anniversaire, mais là c'est une édition limitée, je refuse de ne pas avoir l'édition matching. Donc il est fort probable que j'utilise ma cagnotte Gibert pour acheter. Du coup techniquement c'est pas de l'argent qui... C'est pas bien, mais j'avais dit que je ferais des exceptions pour les précommandes. Et voilà, donc celui-là, c'est sûr, je vais me l'acheter, même si je suis en no-buy. C'est pas grave. Vaut mieux faire quelques exceptions et respecter l'idée du truc plutôt que de craquer à un moment et d'en acheter 6 d'un coup. Bref, vous avez compris. Ça fera partie de mes rares exceptions. La seconde étant Light Lark qui a aussi un relié magnifique et je refuse de ne pas l'avoir, sachant que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. C'est pareil, là j'ai tellement aimé ces deux histoires que je sais que je vais aimer. Donc c'est une bonne exception. Et au final ça fait quoi? Un livre en avril, un livre en mai. Je trouve que c'est plutôt raisonnable par rapport à un no-buy, qu'en fait du coup sur 2 mois j'achète 2 livres. Franchement ça va. Vous avez vu, j'essaye de me dédouaner et tout, mais j'ai une bonne raison. Ensuite le 2 mai, et cette fois-ci j'ai déjà le livre en ma possession, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà adoré, mais je suis obligée de vous en parler parce que c'est un livre que j'ai tellement aimé, qui sort que vous devez le lire, tout simplement. Alors en français ça s'appelle Divine Rivalité, mais moi je l'ai sous le nom Divine Rivals de Rebecca Ross. C'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque, clairement, il est magnifique. Alors vous avez de la chance parce que de Saxus ça fait quand même un joli jaspage qui
s'inspire énormément de ça, on va pas se mentir. Donc vous avez quand même une très très belle version, même si moi ce côté noir et blanc avec les dorures là, je trouve que c'est tellement beau. Et en dessous, regardez, oh il est magnifique. Bref, lisez ce livre, il est vraiment très chouette, vous allez enfin pouvoir le découvrir. On va suivre Iris, qui est une jeune fille qui a perdu une partie de sa famille à la guerre, parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, vous avez une guerre un petit peu... fait beaucoup penser à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une guerre entre dieux. Chaque dieu a monté son armée d'humains et ils se font la guerre, voilà. Il y a des passages un peu mythologiques dans ce livre et c'est un atout formidable d'ailleurs à cette histoire. Et en fait, cette jeune fille, elle a déjà perdu des personnes de sa famille à cette guerre et c'est un petit peu dur pour elle de vivre. Elle est journaliste et dans son journal, on va dire, elle est confrontée à... Comment il s'appelle déjà? Roman, je crois? Roman qui lui aussi est un journaliste et ils vont se faire un petit peu la guéguerre et elle va décider de tout plaquer pour devenir reporter de guerre et donc aller sur le front. Et pendant qu'elle fait ça, son frère il a disparu. En fait elle met ses lettres dans une espèce de commode, sauf qu'en fait ces lettres vont disparaître et réapparaître dans une autre commode et va s'ensuivre un échange de lettres, un échange de confession, parce qu'en fait Iris elle sait pas du tout à qui elle écrit, elle va dire tout ce qu'elle a sur le cœur et c'est magnifique. Alors c'est pas une histoire où il y a énormément d'action, c'est un petit peu contemplatif, un petit peu comme a dit la rue, mais c'est magnifique. J'ai été complètement touchée par cette histoire, par Iris, par les lettres qui s'envoient. Je trouve que c'est très poétique, c'est magnifique. Je peux que vous conseiller de lire cette histoire, franchement. C'est trop beau, c'est romantique, c'est nostalgique, c'est triste. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que cette couverture en noir et blanc elle est vraiment très bien. Ça a une vibe très similaire au dernier album de Taylor Swift, pour les connaisseurs. C'est une très belle histoire, je peux que vous conseiller. Donc, Divine Rivalité, le 2 mai. Ensuite, le 2 mai, toujours, mais chez Gulfstream cette fois-ci, va sortir le premier tome d'une saga. Ça s'appelle Les Vents de Terre-Ciel et c'est écrit par Samuel Rouget. Et quand j'ai lu le synopsis et quand j'ai vu la couverture, moi ça m'a déjà tout de suite fait penser un petit peu au studio Ghibli. On est sur un thème déjà qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur, qui est l'école dans un milieu un peu fantastique, puisque là on va être dans un milieu gouverné par les vents et par la force des vents, et donc notre héroïne elle va se rendre à une école pour maîtriser le vent dans toutes ses coutures. Et j'ai hyper hâte parce que le mélange Studio Ghibli, qui est une vibe que j'aime beaucoup pour le printemps, plus le côté école. Alors j'aurais bien aimé le garder pour un certain challenge que je vais organiser. Je vous ai déjà tout teasé dans la vidéo du challenge littéraire, mais ça c'est un livre qui me fait énormément envie et j'ai très hâte de le recevoir. On passe au 15 mai et cette fois-ci avec Kiss the Girl, écrit par Zoraida Cordova et en anglais c'est le tome 3 de la saga Modern Princess. Mais pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de s'émanciper de la saga en français et d'en faire vraiment un tome différent avec une esthétique différente. Alors je pense que la saga n'est plus, hein. Je pense qu'ils vont plus faire sur le modèle anglais, qu'ils vont vraiment les sortir en mode stand-alone. Et c'est comme ça, voilà, c'est leur décision. Quoi qu'il en soit, il y en a qui ont un peu râlé. Et par contre, c'est vrai que l'objet livre est hyper beau. Très beau, voilà. Après moi j'aimais bien l'esthétique des Modern Princess, donc voilà. Mais bon, écoutez, ce qui est fait, de toute façon, c'est pas ma décision, c'est la leur. Et moi j'ai très hâte de le lire parce que Kiss the Girl, évidemment ça fait référence à Embrasse-la, donc la chanson dans La Petite Sirène. Et en effet on va être sur une réécriture romance moderne de La Petite Sirène avec une jeune fille qui est chanteuse dans un groupe qui est d'origine latino. Et j'ai très hâte de lire ça, je veux pas en savoir plus parce que déjà juste Ariel, la musique, le côté latino pour l'été, c'est parfait, donc j'ai trop hâte de le lire. Je vais m'être envoyé vu que je suis ambassadrice à Chatty Rose et j'ai trop hâte. Le 16 mai, toujours, oui parce qu'on est toujours en mai, va sortir La Croisière. C'est écrit par Catherine Cooper et c'est publié chez L'Archipel. Alors Catherine Cooper, elle a écrit Le Chalet qui se passait dans une station de ski il n'y a pas très longtemps, mais il est sorti en poche déjà, donc voilà. Et je sais que j'en avais entendu des très bons retours. J'ai mis ce livre dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'elle sortait le même genre de roman mais pour l'été, donc La Croisière qui se passe sur un paquebot, c'est un huis clos, il y a un meurtre, c'est pas un cozy mystery, attention là c'est un vrai thriller. Et ça m'a donné trop envie, sachant que j'ai entendu que des bons retours sur Le Chalet, ça m'a énormément donné envie. J'adore les huis clos, je trouve que
Les scènes de croisière sont parfaites pour des thrillers un peu estivaux et je ne peux que adhérer et je ne peux que avoir envie de lire ce livre. Ensuite, le 17 mai chez Faubourg Marigny va sortir l'atelier des vies brisées. Il était prévu pour le 2 mai, mais la personne qui s'occupe de Faubourg Marigny nous a indiqué qu'elle avait eu des problèmes avec l'imprimeur et que du coup la sortie était décalée au 17 mai. Alors de quoi ça parle l'atelier des vies brisées? Ça parle d'une histoire vraie. C'est un homme qui a créé des masques en étain pour ce qu'on appelait les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, qui étaient défigurées, et en fait c'est quelqu'un qui a créé des masques sur mesure pour chacun en étain pour cacher un peu les infirmités causées par la guerre. C'est ça que va raconter cette histoire, d'où le fait qu'on voit qu'une partie du visage. Je trouve que c'est très bien trouvé. Et bah voilà, en fait je pense que c'est un petit peu cette histoire. Et forcément on va suivre plusieurs personnes. À mon avis on va suivre quelqu'un qui est à la guerre et qui va être défiguré. On va suivre, enfin voilà, plein de personnages. Il est pas très long, hein. Il fait 370 pages. C'est écrit par Don J. Snyder d'ailleurs, je l'avais pas dit. Et donc voilà, c'est pas forcément un thème qui m'appelle plus que ça à premier abord. Mais il est pas très long, donc j'ai hâte de découvrir par moi-même ce qu'il en est. C'est vrai que de tous ceux qu'on a reçus, c'est peut-être celui qui m'attire le moins à première vue. Mais on va voir, en toute façon il se lira en pas trop longtemps je pense. Et il sort le 17. Le 23 mai va sortir le tome 2 de Vampiria America, écrit par Victor Dixon et publié chez la Collection R. Vous le savez, Vampiria, j'adore, je suis hyper fan, j'aime tous les tomes. J'ai aimé la transition entre la première et la deuxième trilogie, puisque la première trilogie se consacre sur Jeanne de Casterpridge. Je vous ai fait d'ailleurs un saga en série sur la première trilogie. Et on va vraiment être sur elle, en France, avec le Roi Soleil, alors que la seconde trilogie va plutôt se localiser aux Amériques. Et surtout, on va suivre un groupe et non plus une personne en personnage principal. Là, on est vraiment sur un roman choral avec plein de personnages différents. J'aime beaucoup, et le fait que sur la couverture on voit un certain personnage qui va revenir, ça c'est super cool parce qu'il est vraiment cool. Et en plus ça va peut-être nous permettre de faire le lien aussi avec Jeanne et avoir des infos sur ce qu'elle devient, peut-être, je pense, hein, franchement. En tout cas voilà, j'ai très hâte. Celui-là clairement je le mets pas sur ma wishlist, pour une bonne raison, c'est que tous les ans Victor Dixon fait un tour de France pour présenter sa nouvelle sortie et que clairement je vais aller lui faire dédicacer comme tous les ans son livre, parce que voilà, c'est Vampiria et que c'est un petit peu une petite tradition. D'habitude je le faisais avec Aurélie à Lyon. Très honnêtement je sais pas encore si ça va être possible. Soit c'est en week-end et je sais qu'elle peut se libérer et je descends à Lyon pour qu'on fasse la dédicace ensemble. Je lui en ai même pas parlé hein, mais c'est pas grave. Coucou Aurélie d'ailleurs. Soit ça se passe pas en week-end, elle peut pas se libérer et là je pense que du coup j'irai plutôt à Lille. Mais c'est vrai que c'est un petit peu notre petit rituel. D'ailleurs la première fois qu'on s'est vu en vrai c'était pour une dédicace Vampiria de Victor Dixon. Donc voilà, il faut que je regarde quand on aura les dates de sa tournée, voir si ça peut bien tomber ou pas. Mais voilà, hein, après la vie fait que parfois on peut pas faire tout ce qu'on veut. Le 29 les gars, va sortir quelque chose qui est sorti il y a déjà un an en grand format, mais là ça va sortir en format poche. Et alors franchement, je vous mets rarement des poches dans cette sélection parce que souvent c'est les grands formats qui me donnent envie et comme je vous dis, je vous mets vraiment la liste de ce qui me donne le plus envie et souvent je lis quand même des grands formats. Mais là les gars, ça fait un an, plus d'un an même, que je fais tout pour ne pas me faire spoiler la fin de cette saga. Parce que je la lis en poche, que je l'ai commencé d'ailleurs en poche avec 3 personnes en lecture commune. D'ailleurs on s'est déjà dit qu'on lirait le dernier tome en poche. Et que du coup vu que je les ai en poche, j'allais pas acheter le dernier en grand format. Puis surtout vu qu'on les lit tout en poche, je me suis dit je les attends pour qu'on puisse le lire ensemble. Et ça y est, le dernier tome des 7 sœurs sort en poche. L'histoire de Passalt, donc Atlas, écrit par feu Lucinda Riley et son fils Harry Whittaker, à qui elle a donné des instructions pour terminer son œuvre. On va enfin avoir toutes les réponses. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui lisent cette saga en grand format, c'est fini, voilà, vous avez déjà fini et tout. Mais dites-vous que moi ça fait depuis la sortie du grand format que je ne lis aucun des posts qui parlent de ce livre-là, que j'essaye à tout prix de pas me faire spoiler parce que j'ai juste envie de découvrir cette fin d'une saga que j'ai tant aimée et je suis trop contente que ça sorte enfin en format poche. Donc voilà, petit laïus, c'est pour ça que je vous présente un poche. La saga des 7 sœurs, franchement si vous ne l'avez pas lu, mais
qu'attendez-vous, elle est exceptionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui peut convenir à tout âge. Je l'ai fait découvrir à ma grand-mère, à la grand-mère de mon chéri, à ma marraine, à sa tante, à des copines. Enfin, je pense qu'en fait, si vous aimez lire du contemporain un peu type Charleston et compagnie, vous allez adorer cette saga, elle est exceptionnelle. S'il ne devait en rester qu'une dans ce genre-là, ce serait celle-là. Donc voilà, lisez les 7 sœurs. De toute façon, une fois que je l'aurai terminé, je vous ferai évidemment un saga en série pour vous parler de cette saga. Je pense que ce saga en série va être long. Ouais, voilà, préparez-vous. Il va pas faire 10 minutes à mon avis, il va en faire 30. Voilà. Le dernier titre que je voudrais vous présenter, il va sortir le 30 mai et ça s'appelle Le Dernier Combat. C'est le premier tome d'une trilogie me semble. C'est écrit par Sarah Al-Arifi et c'est évidemment publié chez De Sexus. Très honnêtement, j'en sais pas grand chose, c'est juste que j'ai entendu de très bons retours des anglophones là-dessus. Il est hyper bien noté sur Goodreads, ça donne très envie et de ce que je me souviens, il est question de couleur de sang. Le sang rouge ça va être ceux qui ont le pouvoir, le sang bleu je crois que c'est les pauvres et le sang blanc ou transparent c'est les esclaves et je pense qu'on va avoir une esclave qui va essayer de renverser le système ou des choses comme ça. Très honnêtement je n'ai pas énormément de choses en tête par rapport au résumé, mais je crois que j'ai envie d'y aller un petit peu sans trop d'a priori et essayer de me jeter dedans parce qu'il a vraiment des très bonnes notes, des très bons retours de personnes que je suis, des personnes qui ont des goûts similaires à moi. Donc je l'ai mis, voilà, je l'ai mis sur cette liste parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré, la couverture, le synopsis vraiment vague comme ça. Donc écoutez, ça me donne très envie. Je pense que je vais le demander à De Sexus pour être totalement transparent avec vous. Si jamais vous en savez plus sur ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette liste. Comme vous l'avez vu, elle est plutôt courte par rapport à celle des autres mois. C'est pas plus mal. Je suis en aubaille. Peut-être c'est ça aussi qui fait que j'ai été plus difficile parce que vu que je suis en aubaille, j'ai peut-être été moins sujette à avoir envie de certains livres. C'est comme ça. N'hésitez pas à me dire quel est le livre que vous attendez le plus pour ce mois de mai. Et puis si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petites lettres, des petits emojis de lettres ou boîte postale pour évidemment Divine Rivals qui est exceptionnel. Encore une fois, lisez Divine Rivalité. Vraiment, il faut que vous lisiez ce livre. Et puis je vous remercie évidemment de tout le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Vraiment un grand merci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. C'est pas grand chose mais ça aide beaucoup vos créateurs de contenu. Donc si vous voulez nous soutenir, vous savez quoi faire. Et comme d'habitude, évidemment, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.